È molto bello avere i confini e poterli superare. Il confine tra il noir e il giallo sostanzialmente c'è. Anche lì si vede cosa può fare un libro. Interviene su qualcosa che fa parte della nostra vita. È geniale perché è umano. Che ha cambiato dentro di me. Qual è il confine che l'evento dell'opera d'arte scompagina? The more we read, the more we know, the more we are. Ci facciamo un'idea di che cosa Brecht pensava degli intellettuali. Nous parlons de frontières qui ne sont pas seulement géographiques, mais des limites qu'on peut ou qu'on ne peut pas transgresser dans le rapport avec des personnages qui ne sont pas des personnages de fiction, mais des personnages vivants. Et là, c'est très variable en réalité. C'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas les mêmes contraintes morales, déontologiques, si on parle de personnes purement privés et qui au fond ne vous ont rien demandé, comme je l'ai fait par exemple dans le livre D'autres vies que la mienne, Vite che non sono le mie. Et si on parle par exemple d'un personnage comme Limonov, comme Édouard Limonov, à qui j'ai consacré un livre, qui est un personnage public, qui est un personnage qui s'expose constamment au jugement et qui lui-même juge de façon très sévère les autres. Libricome è una manifestazione, una festa del libro e della lettura, quindi c'è un aspetto che è centrale, che è l'incontro con i grandi autori, quelli più amati. Quest'anno uno di questi è stato Carrère sicuramente, che è un autore non solo molto letto e molto amato, ma che suscita una reazione veramente molto particolare con i suoi ascoltatori, qualcosa vicino ai fan, che è una parola che mi piacerebbe applicare alla letteratura, però c'è una temperatura proprio particolare del rapporto tra Carrère e i suoi lettori che si è espressa anche alla fiera. È stato uno degli eventi più affollati. Carrère è uno scrittore davvero singolare, intanto uno scrittore che ha avuto successo dopo molti anni, tant'è che ora stiamo rileggendo i suoi vecchi libri, non si capisce nemmeno più bene quali sono i libri nuovi appena scritti e quelli vecchi. E poi ha avuto successo, e qui c'entra un po' col tema dei confini, con dei libri molto diversi come genere letterari, in senso stretto, anche se in generale è uno scrittore che prende pezzi di realtà anche personale, anche individuale, anche autobiografica o biografica di altri e li trasforma in narrazione senza mai immettere probabilmente falsità, magari invenzione sì, e questo è interessante sul piano stilistico, crea insomma e anche emotivo, crea un'emozione particolare, sai che quelle storie che racconta riguardano personaggi, lui compreso, che in qualche modo quelle esperienze l'hanno fatta, e dunque lui ha la forza anche testimoniale. Pensiamo a un libro come Il Regno e al rapporto che ha avuto con Sandro Veronesi, che lo ha presentato a Roma e che ha fatto qualcosa del genere, molto diverso naturalmente sulla tradizione cristiana, diciamo dei testi cristiani. Poi l'ultimo libro di Carrère, Propizio avere o recarsi, è proprio così, presenta materiali diversi che sono propri del suo atteggiamento diverso, del modo diverso con cui ha scritto. Di confini lui ha superato quelli tra i generi, questo è il principale contributo di Carrère al tema di Libricome di quest'anno, che era appunto Confini. Questo libro in qualche modo dà conto, spiega come lavora Carrère e anche come ha lavorato proprio sui libri precedenti, sui libri che abbiamo letto, tutti i libri anche più belli che ricordiamo. E quindi apre, diciamo, un ventaglio di temi che sono i temi del lavoro di Carrère. Io ho preparato delle domande su argomenti diversi e ho pensato che la cosa migliore sarebbe stata queste domande farle scegliere da Carrère stesso, perché hanno dei temi. Ci sono delle domande letterarie, che sono la maggior parte, poi ci sono delle 3 domande radical chic e poi ci sono domande singole su vari altri argomenti. On peut revenir après aux questions littéraires, mais je suis curieux de savoir ce que tu appelles les questions radical chic. Allons-y. Le questioni radical chic sono ben 3. Carrère è l'unico che nobilita questa figura. E se ci si pensa, radical e chic sono 2 parole che non hanno nessuna valenza negativa, è semplicemente una connotazione. Messa insieme c'è una connotazione nuova, ma insomma tutto questo disprezzo lui ha il coraggio di sfidarlo, no? Anche se è ovviamente un po' provocatorio. E in effetti per me portano a delle domande molto importanti. Per esempio, la domanda è sulla Unheimlich,
cioè sul perturbante, secondo Freud, che lo spinge a dire in una pagina di un reportage sulla Romania, alla fine, chi è questa gente? E sta parlando del popolo rumeno che è stato trasformato dalla caduta di Ceausescu. E poi dopo un po' parla dell'odio turpe delle masse nei confronti delle elite quando vengono chiamati minatori. E poi c'è questi avanzi di galera che lui cita quando parla di Defoe e parla di Céline, che sono quelli però che dicono il vero in letteratura, mentre lui dice noi giovani a modo e pieni di buone intenzioni dobbiamo solo imparare da loro. Queste sono le 3 domande. Tu me permets de répondre un tout petit peu à côté, parce que au fond, tu utilises l'expression radical chic, qui je crois, l'origine de l'expression, c'est Tom Wolfe, je crois qu'il avait eu un employé d'abord. Non so se la traduzione viene da radical chic in francese, en tout cas, in italiano è così. Moi je sais que j'utilise davantage l'expression française bobo. Le bobo qui était une construction sociologique que je trouve très juste. Vraiment, c'est je ne sais pas quel est le sociologue qui a lancé cette expression, qui est donc la combinaison de bourgeois et bohème, mais elle exprime quelque chose de très vrai. Elle désigne cette catégorie de population qui sont des gens qui ont à la fois le statut social et les moyens financiers des bourgeois, mais qui appartiennent à une génération qui ne désire pas, disons, le statut très traditionnaliste et très attaché à la tradition de la bourgeoisie, et qui, par exemple, investissent des quartiers autrefois populaires ou encore malfamés, parce qu'aussi les loyers sont moins chers, mais assez vite, tous les espèces de vieux cafés populaires se transforment en bars branchés ou en restaurants chics, tout ça. Cette catégorie-là, celle du bobo, vraiment, elle existe, on la connaît tous, et je suis obligé de reconnaître que, objectivement, sociologiquement, je suis un représentant indiscutable de cette catégorie sociale, qui a en plus, c'est une catégorie qui a une très grande mauvaise conscience, c'est-à-dire que le bobo, d'ordinaire, se défend d'être un bobo. Le bobo, c'est toujours l'autre. Et généralement, en effet, on méprise le bobo et personne ne se revendique comme tel. Je ne me revendique pas comme tel parce que je trouve ça formidable, mais parce que je crois simplement que nous sommes tous soumis à des espèces de déterminisme sociologique. Nous sommes tous un peu dans une case, d'une certaine façon. Et au fond, c'est déjà une petite liberté de pouvoir repérer où on est, de pouvoir savoir où on est plutôt que de le nier ou de l'ignorer. Donc, effectivement, je suis bien obligé de reconnaître que j'appartiens à cette catégorie sociale-là. Voilà. Sur l'Unheimlich, sur ce qui apparaissait dans ce reportage sur la Roumanie, il y a effectivement ce sentiment que pouvait donner, alors là, toute une population d'un sentiment de très très forte étrangeté, d'être comme si les gens avaient été exactement comme dans un roman de Dick, dans certains romans de science-fiction, comme s'ils avaient été remplacés. Et c'est pas seulement moi qui le disais, c'était un vieux Roumain ayant longuement vécu à l'étranger, qui revenait dans son pays au lendemain de la chute de Ceausescu et qui disait « mais je ne sais pas qui sont ces gens ». Et je me souviens de l'espèce d'effroi qu'il y avait dans sa voix au moment où il disait ça. Io volevo anche fargli un complimento. Lui è in grado di esprimere la sua poetica nel descrivere le persone. Cioè la descrizione delle persone o delle cose in realtà è un virtuosismo a volte, se si riesce a non essere noiosi nelle descrizioni si è considerati bravi scrittori, ma Carrère è capace di caricare una descrizione che funziona come descrizione, quindi tu vedi il personaggio, anche della sua personale poetica.
E questo fa di lui quello che lui rivendica di essere, perché a un certo punto, parlando di ritrattisti, cioè di pittori ritrattisti, lui in uno dei pezzi più belli qua dentro, lui si definisce un ritrattista. E vorrei che ci parlasse di questa sua inclinazione, di questo essersi scoperto un ritrattista, di ammirare i ritrattisti anche tra i poeti, e qual è questo rapporto, soprattutto nello scegliere la posa del suo modello. No? Perché è molto interessante poi che la posa in cui viene ritratto il modello sia una posa scomoda per il modello e scomoda, lui dice, anche per il ritrattista. Oui, c'est tout à fait vrai que, enfin, dans le domaine littéraire, j'ai l'impression d'être plutôt, enfin, que si j'étais un peintre, je serais un portraitiste. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas la peinture de paysage, la peinture de nature morte, la grande peinture de genre ou la peinture abstraite, mais le fait est que même dans une galerie ou un musée, ce vers quoi je suis immédiatement attiré, ce sont les portraits, ce sont les représentations du visage humain, et c'est ce qui me touche le plus, et c'est ce que je me suis aperçu à l'usage que j'aimais faire comme écrivain. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est le choix d'un modèle. C'est de qui on a envie de faire le portrait. J'ai effectivement fait des portraits de gens assez variés, puisque ça pouvait être le portrait d'un criminel comme Jean-Claude Roman, le portrait d'un aventurier légèrement fasciste comme Limonov, le portrait des portraits dans d'autres vies que la mienne, de ces deux juges, tous les deux boiteux et tous les deux cancéreux, qui s'occupaient de questions de droit de la consommation et du surendettement. C'était donc des portraits de gens, ceux-là, à la fois inconnus et très positifs, si on peut dire. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, tiens, voilà quelqu'un devant qui j'ai envie de rester suffisamment longtemps, ou de Philippe Cadic d'ailleurs aussi, c'est aussi un portrait. Une biographie, c'est un portrait aussi. Mais qu'est-ce qui fait qu'on choisit un modèle? C'est assez mystérieux comme processus, et c'est long. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, il me semble, dans mon expérience, il faut à la fois que le modèle soit très éloigné de vous, et qu'en même temps, il y ait quelque chose en lui qui vous ressemble, quelque chose qui soit où il y ait un écho, quelque chose de vous aussi. Il y a une espèce de mélange d'éloignement et de proximité qui fait, je pense, pour un peintre de portrait, le bon modèle. Et ensuite, en effet, il faut trouver la bonne distance, la bonne posture, la bonne façon de tourner autour. Tout ça, c'est un long processus avec beaucoup de tâtonnements. Allora, sempre sulle domande letterarie, che ormai ci sono rimaste solo quelle, a un certo punto, ed era il 2006, alla fine di uno di questi pezzi tu dici: non so dove mi porterà questo, ma ormai so scrivere soltanto di ciò che è accaduto. 2006. Ora, in effetti, all'inizio, quando eri un giovane scrittore, anche molto giovane perché hai esordito molto presto, tu hai anche scritto di ciò che non era accaduto, che accadeva nella tua testa, della fiction, della finzione pura. Poi da un certo momento ne dai anche conto, è cominciato a essere più importante, no? Il ritratto, il disegno dal vero. Però qui c'è una propria dichiarazione: chissà dove mi porterà. Era il 2006, sono passati 11 anni. Dove ti ha portato questo assioma che, mi pare di capire, è rimasto ancora vivo in te, insomma, perché ti definisci un documentarista? Oui, enfin, j'ai effectivement commencé par être un auteur de fiction, un auteur d'imagination, et maintenant, depuis pas mal d'années, j'ai l'impression que l'imagination m'a un peu... L'imagination au sens vraiment de l'invention narrative pure m'a un peu déserté, mais c'est au profit d'autre chose, qui est une représentation du réel, un travail qu'on pourrait appeler au cinéma documentaire, par opposition à la fiction. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est
c'est pas un choix qui marque une espèce de préférence idéologique. Je ne dis pas que c'est mieux de faire du documentaire que de la fiction. Il se trouve que, à un moment, je me suis aperçu que mes qualités personnelles s'exprimaient mieux dans cette forme désormais du documentaire, de la non-fiction, plutôt que de la fiction. Et actuellement, je serais bien incapable d'écrire un livre de fiction, je pense. Mais si un jour un sujet de fiction, tu vois, s'imposait à moi, je serais très content de le faire, bien sûr. Je le repousserais pas du tout au nom d'une idée selon laquelle, je sais pas, la fiction ou le roman c'est mort, pas du tout. Je suis un lecteur de romans, un lecteur de fiction tout à fait avide et passionné. Mais moi, ce que maintenant je sais faire, enfin ce que je sais faire quelquefois, c'est autre chose. Et quant à savoir où ce mouvement vous mène, j'en sais rien. Et disons, actuellement, par exemple, c'est typiquement une période où je n'en sais rien. C'est-à-dire que le dernier livre que j'ai écrit est terminé depuis presque 3 ans et je n'en ai pas encore commencé un autre. C'est pas une position confortable du tout. Je fais d'autres choses. Je fais du journalisme, je travaille comme scénariste aussi. Mais pour l'instant, il n'y a pas de sujet de livre qui s'est imposé avec évidence à moi. Et s'il n'y a pas cette espèce d'évidence ou de sentiment de nécessité, je suis malheureusement absolument incapable de faire quoi que ce soit. Donc je fais autre chose en attendant. Alcuni di questi reportage in realtà sono come dei backstage scritti di reportage fatti per la televisione, in particolare uno con un tema meraviglioso, e cioè il ritorno a casa di un ungherese che era stato fatto prigioniero dai russi alla fine della guerra ed era stato tenuto 30 anni o di più, non mi ricordo, in un manicomio russo, dove lui si rifiutava di parlare altra lingua che l'ungherese e loro si rifiutavano di considerarlo un essere umano e lo consideravano un pazzo. Poi invece, scoperto per caso e rimandato nel suo paese, lui era lì con una troupe per documentare questo ritorno di questo personaggio ormai vecchissimo, forse veramente diventato pazzo, forse no, eccetera. E c'è proprio all'inizio un passaggio illuminante, perché arrivano questa troupe, c'è una vecchia e loro si fermano e gli chiedono, ma voi conoscete questo signore? E questa gli dice, io sono stata la sua prima fidanzata. Le cose migliori succedono sempre quando la telecamera è spenta, ed è la differenza tra scrivere un reportage e farlo. Glielo fanno ridire alla vecchia, dice, ferma, scendono la roba, la luce, la cosa, e poi lui dice, la vecchia è anche molto una brava attrice perché lo rifà pari uguale, è cinema più che documentario. Mentre quello che lui racconta, questo backstage e soprattutto questo dolore nel vedere questa donna dare questa risposta pazzesca, poi diventa lei il protagonista del loro reportage, e te non l'hai documentato. Poi lei è brava a rifarla, ma ecco, visto che hai fatto tutte e due le cose, ti rendi conto che in questo libro, ma negli altri libri, tu stai però in realtà dimostrando la supremazia della scrittura quando si parla di verità, quando si parla di cose che accadono, perché la televisione le fa accadere apposta le cose pur di documentarle. Le fait est que cette histoire à laquelle tu fais allusion, l'histoire de ce malheureux Hongrois qu'on a retrouvé après pratiquement 50 ans qu'il avait passé dans un asile de fous dans une petite ville en Russie, c'est une chose, enfin c'est un sujet de reportage qu'on m'avait proposé en 2000, que je suis parti faire en pensant que ça allait m'occuper pendant 15 jours, et finalement ça m'a occupé pendant presque 7 ans cette histoire. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait, comme tu le racontes, un reportage de 52 minutes pour la télévision sur l'histoire de ce Hongrois, mais le fait d'avoir séjourné dans cette petite ville pendant 8 jours
d'avoir plongé comme ça dans cette vie très décourageante, très désespérante de la province russe, le fait aussi de réentendre la langue russe qui a été la langue de ma mère, la langue de mon enfance, tout ça, m'a poussé à avoir envie d'y revenir, de retrouver certains des personnages que j'avais simplement frôlés et croisés en faisant ce reportage, ce qui fait que je suis parti de nouveau, 2 ans plus tard, faire cette fois non plus un reportage, mais un documentaire. La différence entre le reportage et le documentaire est parfois ténue, mais tout de même, un reportage, c'est une chose qui a vraiment un sujet, qui est vraiment quelque chose de très circonscrit, alors que le documentaire peut être quelque chose de beaucoup plus vague, beaucoup plus flou. Et le fait est que l'objet de ce documentaire était, quand il s'est agi de rassembler de l'argent pour pouvoir le faire, on me demandait, bon, mais ça va raconter quoi ton documentaire? Je disais, j'en sais rien, je vais aller dans cette petite ville qui s'appelle Kotelnitch et puis filmer ce qu'il y a à filmer, et puis s'il n'y a rien à filmer, c'est embêtant, mais il n'y aura pas de film. C'est difficile de ramasser de l'argent en disant ça, je tiens à vous le dire. Mais c'est devenu finalement, je suis retourné, on a rassemblé suffisamment d'argent pour retourner dans cette petite ville avec une toute petite équipe, 4 personnes, et il restait 1 mois et demi. Et il s'est passé ensuite, et finalement, il n'y avait pas grand-chose au fil de ce mois et demi. On avait beaucoup tourné. En plus, aujourd'hui, avec la vidéo, on tourne beaucoup plus qu'on tournait avant, simplement, vous voyez, avec de la pellicule, parce que la pellicule coûte cher, alors que des cassettes, ça coûte rien, quoi. Je veux dire, on filme tout le temps, et sans doute trop. Mais donc, on avait énormément filmé un matériel qui sans doute n'avait pas une très grande valeur. Et puis, il s'est passé une chose à la fois inattendue et terrible, c'est qu'une jeune fille que nous connaissions là-bas, qui nous servait quelquefois d'interprète et tout, a été assassinée. Et à partir de là, ce film documentaire est devenu tout autre chose. C'est devenu une espèce de chronique de ce deuil, de cette intimité familiale autour d'elle. Et au fond, il y a eu de nouveau 1 semaine de tournage pendant lesquels on était d'ailleurs pratiquement tout le temps sous, mais vraiment ivre-mort, et finalement presque tout le film s'est résumé à cette semaine de tournage-là. Mais c'est devenu un film finalement. Et ensuite, tout ça est encore devenu un livre qui s'appelle un roman russe, La vita come un romanzo russo en italien. C'est dire comment un petit fait documentaire, un petit fait de chronique comme ça peut vous entraîner vers quelque chose qu'on ne soupçonnait pas du tout au départ. Je pensais, une fois j'avais lu un entretien avec François Truffaut dans lequel il disait que, selon lui, la réussite d'un film tenait à ce qu'il y avait le moins d'écart possible entre ce qu'on avait imaginé au stade du scénario et le film terminé. C'est-à-dire que si ça ressemblait à 80%, c'était réussi. Si ça ressemblait seulement à 20%, c'était raté. Il fallait vraiment qu'il y avait une idée initiale, un désir initial qui était la chose qu'il ne fallait jamais perdre et qu'il fallait essayer dont il fallait essayer d'être proche jusqu'au bout. Dieu sait que j'aime Truffaut, mais pour ma part, ma vision des choses est absolument à l'opposé. Je pense que plus on s'éloigne de son point de départ, plus les choses sont excitantes et méritent d'être faites. Plus, au fond, ce que j'aime le plus, c'est le voyage. Au fond, c'est ce qui se passe entre le point de départ et le point d'arrivée. Et plus la distance est grande, plus il s'est passé de choses, plus je pense que l'entreprise valait la peine. Et au fond, ça a été quand même le cas dans cette histoire-là, qui encore une fois, m'a occupé pendant pas mal d'années. Sur la base d'une commande de reportage pour la télé française. L'ultimo pezzo di questo libro è un pezzo che per un certo tempo avevo pensato di scrivere anch'io. Cioè io volevo fare un reportage su questo uomo dei dadi. Tu l'hai fatto. Sei andato,
sei stato sorpreso più di una volta, diciamo, da quello che quest'uomo dei dadi è uno che ha scritto un libro con un altro nome, il cui protagonista, che porta il nome dell'autore del libro, a un certo punto comincia a giocarsi con il dado ogni decisione che deve prendere. Prende il dado, scrive 6 possibilità, tira il dado e fa quello che esce con il dado. E diventa una specie di droga per lui, perché comincia a metterci cose sempre più estreme e se vengono fuori le fa. Quest'uomo esisteva, o forse no. Insomma, Carrère è andato, ha trovato una sorpresa fantastica. Allora ti chiedo, anche lì l'interesse ad agire qual è stato? Questa fantastica rivista 21 che ti fa fare questi bei reportage, ma è un reportage, uno solo, sta alla fine di un libro. Non è un po' poco? Écoute, je ne sais pas du tout quel est le statut de ce livre en Italie, s'il est très connu ou non. En France, c'est très incertain, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le connaissent et pour qui c'est un livre. Tous les gens qui le connaissent, ils trouvent que c'est un livre formidable, mais beaucoup de gens ne le connaissent pas du tout. Sì, è lo stesso anche in Italia. C'est vraiment l'exemple de ce qu'on appelle un livre culte. Voilà, comme ça. È uguale in Italia. Et c'est un livre culte, comme tu le disais, typique des années 60, assez transgressif, assez étrange. Et non, il se trouve à vrai dire que j'avais lu ce livre dans ma jeunesse, quand j'avais une vingtaine d'années, à l'époque où il était paru en France, et il y a 3 ou 4 ans, je l'ai relu un peu par hasard, et je discutais avec un ami là-dessus, qu'il avait lu aussi, qui comme moi adorait ce livre, et on commençait à se dire, mais tout de même, qui c'est le type qui l'a écrit? Quel genre de bonhomme ça peut être? Est-ce que le livre est plus ou moins autobiographique? Puisque, comme tu le dis, le livre est écrit sous un pseudonyme et c'est le même, enfin le nom du protagoniste est le même que le nom de l'auteur. Donc il est impossible de savoir jusqu'à quel point c'est un livre autobiographique. Bref, il y avait quelque chose de très intriguant là-dedans. Et un peu par jeu, j'ai proposé à cette revue 21 à laquelle j'ai la chance de collaborer régulièrement, de faire un reportage là-dessus. Et alors qu'ils ne savaient pas du tout qui c'était, d'ailleurs, cet auteur, Luke Reinhardt. Et le reportage s'est révélé assez intéressant et inattendu. Mais je vous conseille énormément le livre. Hein, je ne sais pas s'il est disponible facilement en Italie, mais vraiment, l'homme dé, comment on dit en italien, l'uomo dei dadi. Sì, l'uomo dei dadi. L'uomo dei dadi, c'est vraiment, si vous sortez ce soir de cette rencontre avec ce conseil de lecture, vous n'aurez pas perdu votre soirée. C'est vraiment un livre formidable, étonnant. In questo lungo reportage, però pur sempre un reportage, in cui tu ti ritrovi sballottato anche in questo mondo parallelo che questo signore ha creato, sempre con la paura che sia parte del gioco di ruolo, per cui oggi è uscito questo ed è molto gentile e accogliente, stanotte ritira i dadi e ti taglia la gola, c'è sempre questa possibilità. Di un Heimlich non se ne sente, cioè ti trasmetti un senso di appartenenza a questo mondo assurdo, anche a questa paura. C'était drôle parce que non, le livre est très brillant, il est aussi très transgressif et terriblement inquiétant. C'est-à-dire que quand on pense à son auteur, dont on ne sait pas qui c'est, qu'on imagine ce personnage très mystérieux, d'autant plus on ne sait rien, on imagine que c'est une espèce de mélange de, je ne sais pas, de Carlos Castaneda, de Thomas Pynchon, et en même temps peut-être d'un criminel potentiel. Enfin, c'est une figure comme ça, très inquiétante. Et à vrai dire, je me suis retrouvé devant un vieux monsieur extrêmement sympathique, d'une très grande gentillesse, marié avec la même femme depuis 50 ans, avec leurs enfants qui habitaient pas loin. Et il y avait quelque chose de très intriguant dans ce décalage entre ce livre tellement transgressif et ce personnage au fond si gentil et si familier. Et j'avais l'impression que lui-même, par moments, il était un peu embarrassé, qu'il aurait eu envie
de m'offrir quelque chose qui ressemblait plus à ce que j'attendais, mais finalement, on m'a surtout offert de très bonnes tartes aux fraises et des choses comme ça. Mais encore une fois, je conseille avec beaucoup de chaleur la lecture de ce livre. Et à l'occasion, si on s'intéresse à ce livre, on apprendra des choses sur son auteur en lisant mon reportage.